Bonjour à tous, Canal 3 Bénin, 7h passées d'une petite minute. Nos excuses pour le rendez-vous manqué d'hier lundi, c'était pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous sommes de retour et nous sommes là ce mardi pour vous servir. Merci de démarrer votre journée avec nous. Bonjour à vous, Wahab Alipara, Nagui Balawi. Bonjour à tous. Christian, bonjour à tous. Merci d'être là. On va vous retrouver dans un instant pour la une des journaux et le mini-journal. La pandémie du coronavirus poursuit sa crue. Le Bénin enregistre un 9e décès à la date du 15 juin et un total de 483 cas confirmés, 232 personnes guéries et 242 sous traitement. La pandémie persiste. Elle grimpe chez nous, on note un relâchement et le gouvernement ne cesse d'alerter. Le chroniqueur fera de même ce matin dans son opinion du jour. Tous appellent au respect strict des gestes barrières et faut-il envisager de nouvelles mesures Covid pour freiner la propagation du virus, sa montée en puissance? C'est la question du jour. À suivre le forum de discussion en plateau, nous aurons Akime Ousseni et Herman Anyamboussou. Dans sa chronique santé, Zakat Latunji fera un parallèle coronavirus et pathologie bucco-dentaire. Il doit forcément y avoir un lien. Il y a des informations qu'elle nous livrera. Et puis ce mardi, nous rappelle une page sombre de l'histoire de notre continent. C'était le 16 juin 1976. Le massacre des enfants de Soweto en Afrique du Sud. Nous sommes le 16 juin. Depuis 1991, il est commémoré la journée de l'enfant africain pour méditer sur les conditions de vie des enfants en Afrique. À suivre dans le mini-journal le message de Véronique Toinfodé Mewanou, ministre des Affaires sociales et de la famille. Dans cette émission, nous marquerons le temps de la réflexion avec notre invitée, Madame Aude Agou. Elle est assistante juridique du CIPCRE, Cercle international pour la promotion de la création. Journée de l'enfant africain, occasion de dépôt de fleurs en Afrique du Sud en mémoire des enfants morts pour leurs droits. Et au Bénin, de belles fleurs, Wouliat Sanoussi vous en donnera pour l'amour qu'elle vous porte. Nous irons chez le fleuriste ce matin dans le métier de la semaine. Merci de prendre ce rendez-vous. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. L'actualité nationale vue par les journaux, c'est à partir de cet instant avec vous, Wahab Alipara. Rebonjour Christian et rebonjour à tous. Le coronavirus revient au devant de la scène avec assez d'inquiétude et beaucoup de tristesse. Les morts grimpent, les cas de contamination également. On va commencer par Fraternité ce matin pour prévenir de nouveaux cas du coronavirus à l'hémicycle, dépistage et désinfection avant tout. Contamination et décès dus au coronavirus au Bénin. La facture devient salée, 9 morts et 483 cas confirmés. Présidentielle de 2021, le mouvement Lien National pour le maintien du président Patrice Talon au pouvoir. Jean-Marie John Aye, président de l'ATOV Bénin par rapport à l'accompagnement financier des entreprises. Le gouvernement a surpris agréablement le secteur des agences de voyage et du tourisme. Session criminelle au tribunal de Cotonou, prison à vie pour les assassins de la petite Gracia Prunel, la petite âgée de 7 ans. Il y a quelques moments, les faits. Fraternité revient donc sur les faits et précise la sentence. Relâchement fatal, c'est le titre de la chronique signée ce matin. Moïse Dossumou qui cite parmi les cas de décès le député Alidou Demolé Moko. À la une maintenant de la Nation, mesures sociales contre les effets du Covid-19, la pédagogie du gouvernement saluée. Programme spécial d'insertion dans l'emploi, la plateforme d'enregistrement désormais opérationnelle. Et puis relance des coopératives d'aménagement rural, l'aube nouvelle d'une filière à fort impact économique.
Les pharaons Covid-19, l'hôpital de zone d'Alada saturé. Covid-19 également, les appréciations de Moël Bénin sur l'opportunité du plan de soutien de 74 milliards de francs CFA. L'économiste, échange intra-africain, la zone de libre-échange continentale pour janvier 2021. Candidature africaine à la direction de l'OMC. Le Bénin s'aligne derrière le Nigeria. Matin libre pour détournement de fonds et menaces. Querelle à l'école Montaigne entre APE et administration. Bénin, après l'installation des conseils communaux, que gagne un conseiller, un chef d'arrondissement et un maire? Porte-Nouveau, démantèlement d'un réseau de vol de moto, un représentant agréé serait impliqué. Covid-19, hausse de nombre de décès et cas positifs. La psychose gagne le terrain. Les clarifications du gouvernement attendues. Soleil levant, après sa mission à la tête de la mairie de Parakou vers le retour du salut du showbiz, Charles Toko à Cotonou. Covid-19 et mesures sociales, Albin Feliho apprécie. Covid-19 toujours, Patrice Talon annonce un vaste chantier pour les mesures sociales. Et puis 7e décès au coronavirus, on parle de 9 décès plus précisément à la date d'aujourd'hui. Certaines mesures s'imposent aux autorités en charge de la santé. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce mardi matin avec Fraternité qui précise que le dépistage et la désinfection doivent être de mise à l'hémicycle puisqu'on a enregistré un cas de décès. Le député Alidou Demole Moko est décédé, paix à son âme, dirons-nous. Voilà, justement, et c'était malheureusement dimanche dernier du côté d'Alada et sous la plume de Angelo Dosoumou, on pourrait lire ceci: pour prévenir de nouveaux cas de la Covid-19 à l'hémicycle, dépistage et désinfection avant tout. Les députés de la 8e législature, le personnel de l'Assemblée nationale sont donc appelés à se soumettre aux tests de dépistage. Avant tout travaux, le palais des gouverneurs doit être également désinfecté, mais il est à signaler que si un député en est arrivé à se faire contaminer et en a trépassé, il faut clairement comprendre que les ravages de la Covid-19, c'est du sérieux et ce n'est pas une affaire de riches ou de pauvres, d'où pour éviter d'être une victime de la pandémie, les gestes barrières, quel que soit l'endroit, doivent être systématiques. On va suivre dans un instant l'opinion du chroniqueur Moïse Dosoumou ce matin qui a constaté un relâchement et cela serait donc fatal. Et puis, prison à vie pour l'assassin de la petite Gracia Prunel. La République a rendu justice à la petite fille âgée de 7 ans cruellement assassinée. On se rappelle, c'était au mois de février dernier. Le principal accusé, Martial alias Alpha Moujibou, âgé de 29 ans, passera le restant de sa vie en prison. Il a écopé d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende de 30 millions de francs CFA. C'est une décision du tribunal de Cotonou et Gracien alias Wickel, le second accusé, est acquitté au bénéfice du doute. Les précisions en page 3 du quotidien Fraternité parution du jour. Vous avez également la possibilité de lire ce journal sur le www.fraternitébj.info. Dans 5 minutes pratiquement, ce sera le mini-journal, mais avant, les titres avec vous, Nagui Malabou. Bonjour à nouveau, Christian. Si vous nous rejoignez, sachez que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et dans l'actualité, les langues se délient à quelques mois de la fin du mandat présidentiel en cours. Le débat va s'ouvrir à coup sûr sur les perspectives. Les Béninois y pensent en tout cas déjà. Certains, sait-on jamais, un peu plus que d'autres, et c'est Lien National. Une association composée de jeunes qui ouvrent le bal. La sortie médiatique de ses membres hier était pour convaincre leur monde. Il faut un second mandat pour le président de la République en exercice afin, selon eux, que l'œuvre de développement entamée puisse être continuée. C'est en tout cas leur avis et vous les entendrez là-dessus. Et puis à l'université, la démarche quelque peu novatrice, inspirée par la nécessité de contourner le piège de la contamination au coronavirus, fait son bonhomme de chemin. Les cours en ligne, où en sommes-nous après un mois de mise en œuvre et quels résultats?
En ce qui concerne le déroulement des programmes d'enseignement, on fait le point toujours dans ce mini-journal et ce sera avec Ali Mouni et Moufid Sabouran. Merci à vous, Nagui Balagé, vous restez en place. La chronique du jour, ce sera avec le chroniqueur de tous les jours, Moïse Dossoumo. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. L'actualité est marquée par le coronavirus. Un constat, un relâchement en République du Bénin. Le chroniqueur nous en parle. Moïse Dossoumo, bonjour. Bonjour Christian. Madame, monsieur, bonjour. Il ne figurait pas parmi les députés les plus en vue. D'ailleurs, très peu de Béninois pouvaient mettre un nom sur son visage. Pourtant, Aliou Demolé Moko faisait bel et bien partie de la 8e législature. Très effacé, son nom vient de s'ajouter à la longue liste des victimes de la pandémie du moment. Curieusement, c'est au moment de l'assouplissement des mesures de précaution que ce virus a choisi de frapper. Depuis quelques jours, le nombre de personnes infectées est en nette augmentation. Les décès aussi. Pendant de longues semaines, le compteur macabre qui tournait sans arrêt ailleurs était bloqué chez nous sur un seul mort. Aujourd'hui, il en compte 9, dont un élu du peuple. Cette soudaine progression liée au Covid-19 relance la question du relâchement observé à mains égards. La psychose et la rigidité, quant à l'observance des gestes barrières, ont cédé la place à la banalisation de l'infection. Puisqu'il s'agit d'un virus qui a fait passer des centaines de milliers de personnes de vie à trépas, cette erreur se paie cash. En dépit de la réduction drastique du nombre de cas préalablement signalés, au lendemain des communales du 17 mai dernier, du fait des directives de l'OMS, qui ne prend en compte que les tests PCR, la courbe ascendante prend des proportions alarmantes. À la date d'hier, lundi 15 juin 2020, le Bénin comptait officiellement 483 personnes infectées, dont 232 guéris, 242 sous traitement et 9 décès. C'est évident, au vu de ces chiffres, que cette maladie ne recule pas. Au contraire, elle s'installe chez nous. Puis, les nouvelles qui proviennent des centres de traitement déjà débordés ne rassurent guère. Il urge alors que l'arsenal de communication officielle soit de nouveau mis en branle, avec un accent particulier sur la sensibilisation. C'est peu dire que les populations ont développé une certaine insouciance face à ce mal. Il faut donc à nouveau éveiller leur attention sur les risques auxquels elles s'exposent en continuant à se comporter comme si de rien n'était. La réouverture des lieux de culte rime avec le respect strict des gestes barrières. Si chez les uns, les précautions sont prises pour briser la chaîne de propagation du virus, chez les autres, le laxisme bat son plein. La reprise du transport en commun et la fréquentation des bars et maquis à nouveau autorisés ne sont pas synonymes d'anarchie. Des règles précises et impératives ont été édictées. Il va de soi qu'elles soient scrupuleusement respectées. Au-delà de la responsabilité individuelle qui peut vaciller selon le degré de conscience de chacun, les pouvoirs publics sont censés être les gendarmes des citoyens en gardant un œil ouvert sur les pratiques des promoteurs de ces commerces et services qui drainent du monde. Au niveau des écoles, à la réouverture, tout semblait aller pour le mieux, mais aujourd'hui, le port systématique de masques par les élèves n'est plus de mise. En ville ou en situation de classe, c'est le laisser-aller généralisé. Les enseignants et le personnel d'encadrement, qui devraient être les censeurs circonstanciels, cautionnent cet état de choses. Si les masques ne se retrouvent pas dans les sacs ou les poches, c'est qu'ils sont laissés à la maison. Quid alors des attroupements dans les cours de récréation? C'est le moment de revenir à la rigueur. Des vies sont en danger. Et ce virus ne fait pas de discrimination entre riches et pauvres, ni entre célébrités et anonymes, encore moins entre dirigeants et citoyens. La preuve, un député vient d'en faire les frais.
La logique voudrait que ses collègues endeuillés et le personnel de l'Assemblée nationale soient testés. C'est une question de responsabilité et de prudence. Voilà, c'est une question de responsabilité et de prudence. Le virus continue de circuler chez nous au Bénin. Mesdames et messieurs, prenez donc vos dispositions. Merci à vous, Moïse Dossoumo, pour ce rappel des règles qu'il faudra scrupuleusement et rigoureusement suivre et respecter. Très bonne journée du mardi à vous. On observe la courte pause juste après. Eh bien, le mini-journal. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. 7h18, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3, c'est le mini-journal à partir de cet instant avec cette sortie médiatique de Lien National. C'était hier lundi. Cette association composée de jeunes leaders se donne pour mission d'accompagner le président de la République, Patrice Talon, dans la transformation du Bénin. Lien National réclame donc un second mandat pour le président Patrice Talon afin de lui permettre de continuer l'œuvre de développement entamée depuis avril 2016. La rencontre a eu lieu à Cotonou. Voici le compte rendu qu'il nous présente Ulrich Gaba et Elvis Tonokwa. Tel un père, Excellence, Monsieur le Président de la République, vos fils et filles du Bénin vous appellent à poursuivre la construction de l'édifice commun que vous avez si bien commencé depuis quelques années. Un deuxième mandat pour le président Patrice Talon. C'est la doléance de l'association Lien National. C'est un regroupement d'anciens leaders des différentes universités du Bénin qui se donnent pour mission de participer au développement du pays. Sidérés par le mode de gouvernance depuis 2016, ils ont décidé d'apporter leur pierre à l'édifice en mutualisant leurs expériences pour accompagner le président Patrice Talon. Loin de toutes les théories utopiques, le présent assure et rassure par les actions objectives, concrètes et tangibles qui sont menées. Au-delà du bloc républicain et de l'Union progressiste, il sera question en 2021 de continuer les œuvres de développement entamées dans notre pays afin d'assurer leur maturation au grand bonheur des millions de Béninois que nous sommes. Loin d'être un simple slogan de campagne, les membres de Lien National sont motivés par les réformes profondes en cours et la relance du secteur économique, sans oublier la lutte contre la gabegie financière. Un exemple de gouvernance qui galvanise et redonne espoir à la jeunesse. Le Lien National constitue aujourd'hui le réservoir de la jeunesse outillée, suffisamment expérimentée à partir de son parcours, à partir de la richesse du passé. Et la seule chose qu'on peut donner à notre pays, c'est de profiter de l'expérience que nous avons acquise et de servir notre nation. Nous nous sommes donc investis d'une mission au service de l'intérêt général. Mission qui passe aujourd'hui par la réélection de Patrice Talon à la tête du Bénin. Osons le croire, osons y penser, osons agir dans ce sens pour le bien du Bénin et pour la postérité. Officiellement enregistré le 2 juin dernier, Lien National est le produit de près de 10 ans d'amitié et de camaraderie, aujourd'hui transformé en association réglementaire. Avec un organe exécutif de 15 membres et 13 commissions techniques, Lien National entend investir le dernier village du Bénin
pour fédérer autour du président Patrice Talon l'énergie nécessaire pour sortir le pays des sentiers battus. Et voilà, c'était là la première sortie de Lien National. Nous sommes le 16 juin 2020. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, notamment plusieurs pays d'Afrique, célèbre aujourd'hui la 30e journée de l'enfant africain Naguib. Tout à fait. La célébration de cette journée remonte aux années 90, en souvenir aux 600 enfants violemment massacrés le 16 juin 1976 à Soweto, une cité noire de l'Afrique du Sud, par le pouvoir de l'apartheid. Cette journée appelle à une introspection et à un engagement sérieux pour faire face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les enfants à travers le continent africain. Pour cette édition, le Bénin focalise son attention sur le thème commun, l'accès à la justice adaptée aux enfants au Bénin. Je vous propose de suivre un extrait du message du ministre des Affaires sociales et de la microfinance à la nation. Les droits de l'enfant ne se limitent pas seulement à un accès à la justice adaptée pour eux. En effet, partout dans le monde, nos enfants sont encore exposés à de graves violations de leurs droits et il urge d'agir afin d'en freiner les conséquences. En ce qui concerne notre pays, le Bénin, beaucoup d'efforts sont faits par les acteurs étatiques et non étatiques afin de garantir aux enfants une sécurité en matière de respect de leurs droits. Cependant, malgré tous ces efforts, des cas de violence et d'abus sur enfants sont enregistrés par endroits. Chers compatriotes, face à ce tableau, je voudrais rassurer la population béninoise de l'intérêt soutenu que le président de la République, son Excellence Patrice Talon, accorde à l'épanouissement et au bien-être des enfants à travers de nombreuses initiatives dans le cadre de la protection de l'enfant. En cette période où toute l'Afrique célèbre la journée de l'enfant africain, je voudrais en appeler au sens de responsabilité des parents face au respect et à la sauvegarde des droits de l'enfant et surtout à leur vigilance dans la surveillance. Quant aux personnes de mauvaise foi qui, malgré les nombreuses séances de sensibilisation et de dissémination des textes de loi protégeant les enfants en République du Bénin, continuent de piétiner ces droits et de porter atteinte à leur intégrité physique, morale ou psychologique, je rappelle que la loi numéro 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin a défini à partir de son article 324 jusqu'à l'article 405 des actes caractérisés d'infraction contre l'enfant et a prévu des dispositions applicables à chacune de ces infractions assorties des peines encourues. Le gouvernement de la République du Bénin, qui a fait de son cheval de bataille la lutte contre l'impunité, mettra tout en œuvre pour faire subir à tout contrevenant la rigueur de la loi. Aussi, de nombreuses actions sont-elles menées par mon département ministériel pour assurer convenablement son rôle de leadership en matière de protection de l'enfant. Au nombre de ces actions figure l'élaboration de la politique nationale de protection de l'enfant et son plan d'action, la mise en œuvre de ce plan, la vulgarisation du Code de l'enfant, l'opérationnalisation de la ligne d'assistance à l'enfant, le numéro vers 138, l'élaboration d'un plan d'amélioration de la qualité de prise en charge des enfants dans les centres d'accueil et de protection, les séances de sensibilisation des élèves des collèges et lycées sur les risques liés au comportement déviant, la réactivation du Conseil national de protection nationale pour une meilleure synergie plurisectorielle d'impact, toutes choses qui témoignent de l'intérêt que le gouvernement accorde au secteur de la protection des enfants au Bénin. C'est le lieu de remercier une fois encore les acteurs de la chaîne de protection, notamment les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales, les leaders religieux et traditionnels, pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de déployer afin d'accompagner les actions de protection de l'enfant au Bénin.
Je profite de cette occasion qui m'est offerte pour susciter davantage leur engagement aux côtés du gouvernement béninois dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant, garantissant la prise d'initiatives appropriées à l'épanouissement et au bien-être de l'enfant. C'est ensemble que nous y parviendrons et dirons avec Robert Debré que les enfants sont notre éternité. Parlons à présent des cours en ligne. Cette démarche novatrice au campus d'Abomey-Calavi. Un mois après le lancement de cette méthode d'enseignement qui intervient dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19. Alors, où en sommes-nous avec les programmes d'enseignement et que font les étudiants pour s'adapter? Enquête dans ce mini-journal avec Ali Moumouni et Moufid Sabou. Depuis environ un mois, c'est une nouvelle réalité que vivent les étudiants du campus d'Abomey-Calavi. Les cours en ligne démarrés depuis le 11 mai dernier se poursuivent dans presque tous les départements d'études de l'université. De la plateforme mise à la disposition des apprenants, la pédagogie a connu quelques modifications. Au début, on a envoyé des cours en matière et sur la plateforme qu'on a mis à notre disposition. Donc avec ces cours-là, on arrive à apprendre et c'est pour mieux expliquer ces cours qu'on a fait maintenant les cours en ligne. Et là, le professeur reste chez lui et le cours est en direct. Et bon, c'est genre une réunion par vidéoconférence. Au début, on nous avait dit de nous abonner sur la plateforme de l'UAC et puis d'aller cliquer sur notre école et puis on verra les cours. Mais c'était pas ça à la longue. Après ça, on a un groupe de cours d'IFRI, quoi. Les professeurs nous envoyaient les liens personnellement. Donc, d'autres professeurs choisissent Meet, d'autres choisissent Zoom, d'autres choisissent Skype. Donc, c'est pas tout le monde qui arrive à suivre quand même. Loin d'être une innovation voulue, les cours en ligne représentent la formule pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Mais il n'en demeure pas moins que l'application de cette méthode d'enseignement n'est pas encore aussi favorable pour les étudiants. Et effectivement, on n'a quand même pas sur les cours en ligne. Nous allons dire aujourd'hui, ça fait pratiquement un mois. Mais depuis les cours de un mois, on ne peut même pas comparer ça au cours de 3 heures. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on a pu faire depuis un mois là, ça n'atteint même pas ce qu'on fait en moins de 3 heures. Oui, parfois quand ce sont des appels vidéo, on arrive à comprendre, mais parfois quand c'est sur Skype et c'est juste des audios, on ne se comprend pas trop. On n'arrive pas à bien cerner le coup-ci, tout comme si c'était genre un présentiel ou c'était au cours, on était au cours genre en classe quoi. D'abord on est en espagnol et on n'a pas encore ce niveau pour bien comprendre le cours et on nous dit d'aller sur ces cours-là en ligne. Bon, ça nous rend la vie difficile et on n'a pas le choix, on ne peut que s'adapter. Si les étudiants de certaines facultés arrivent à s'adapter, il y en a qui ne parviennent pas à s'en sortir avec les explications en ligne. Au-delà de cet aspect lié à la pédagogie, les apprenants rencontrés pour la plupart sont également confrontés aux problèmes de connectivité. Parfois, j'arrive à suivre, parfois, suite au coup de forfait, et puis je ne suis plus parfois. Parce que il y a d'autres fois la connexion bug, il y a d'autres fois on prend le forfait, mais ça finit vite que prévu. Parce qu'ils ont dit qu'on va faire les cours en ligne qui vont mettre les dispositions à notre place. Juste qu'à l'heure où je vous parle là, si ce n'est pas le réseau Wi-Fi et ce qui est installé ici, c'est pour une ONG qui est en train de nous aider. Donc la voix de l'étudiant. Je vais aussi profiter pour les saluer parce que c'est une belle initiative ce qu'ils ont fait. On a vécu vraiment, ils sont concernés, ils sont gênés par notre situation. Bon, vous connaissez bien la classe sociale de l'étudiant. Bon, si ce n'est qu'une minorité qui bénéficie, si leurs parents sont maintenant, vous payez un forfait de 500 francs par exemple. Avec un cours de 3 heures, vous n'arrivez pas à suivre 1 heure avant que les forfaits ne se terminent. Vous avez au moins 2 cours dans la journée. Tu n'arrives même pas à finir le premier cours. Donc, c'est tout à fait un découragement, quoi. L'expérimentation des cours en ligne à l'université d'Abomey-Calavi semble ne pas laisser un bon goût aux étudiants. Toutefois, ils estiment qu'avec un peu d'accompagnement, cela pourrait s'améliorer au fil du temps.
Voilà donc, hier, les aspirants au métier d'enseignant planchaient sur toute l'étendue du territoire national en vue du complément au fichier national initié par le gouvernement. À Boycon, c'est essentiellement les professeurs et élèves, professeurs certifiés qui ont composé au lycée technique de la ville. Ils sont au total 566 candidats inscrits à ce test. Voici le constat fait par Imet Hélène à Monsou au bureau régional Canal 3 Boycon. Troisième phase du test pour les aspirants au métier d'enseignant. La composition a rassemblé ce samedi tous ceux qui se sont inscrits pour cette évaluation dans les différents centres retenus à cet effet. À Boycon, au lycée technique, 566 professeurs et élèves professeurs certifiés étaient attendus. Ils ont été répartis dans 19 salles. Ici, comme dans les autres centres de composition du zoo, l'accès est subordonné au lavage systématique des mains et le port obligatoire de masques. Les professeurs certifiés, élèves professeurs certifiés, c'est eux qui sont ici. Et ces candidats sont de spécialités diverses, de disciplines diverses. Nous avons une dizaine de spécialités, pour ne pas dire disciplines, dans lesquelles les candidats ont composé. Les premières dispositions sont celles relatives aux mesures barrières contre la propagation de ce mal. Donc vous devez avoir vu juste à l'entrée qu'il y a des dispositifs de lave-mains et que tous ceux que vous rencontrez dans la maison ont porté le masque. C'est des instructions fermes que nous faisons respecter, qu'on nous a demandé aussi de faire respecter. Donc la hiérarchie nous a demandé de faire respecter. Nous avons reçu des consignes aussi bien orales qu'écrites dans ce sens. Aussi dans les salles, on a essayé au maximum de distancer les candidats, au maximum, selon nos possibilités, pour que la propagation soit limitée, ou bien n'ait même pas lieu. Dans le rang des candidats, cette nouvelle méthode de recrutement des enseignants instaurée par le gouvernement semble être appréciée. Toutefois, il déplore le fait que certains sont encore à la maison, bien qu'ils soient déclarés admis lors des tests précédents. L'enseignement, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est celui qui est capable qui pourra le faire. C'est pourquoi il faut un test pour diagnostiquer réellement qui sont ceux qui peuvent le faire et qui sont ceux qui ne peuvent pas le faire. Lorsque vous testez la personne, vous dites qu'il est apte et qu'il n'a pas été envoyé, déployé sur le terrain et que dans le même temps, vous lancez encore d'autres tests pour compléter la liste alors qu'il y a des gens qui sont admis, qui attendent. Là, ça laisse à désirer. Qu'il soit serein et qu'il compose dans les conditions normales, puisque c'est des gens qui aspirent à la fonction enseignante. Il y en a des gens qui ont déjà enseigné à des endroits donnés, donc ils ne sont pas novices en la matière. Ils n'ont qu'à composer simplement et de façon sereine et espérer. Pour ce test, les candidats ont affronté deux épreuves, une de culture générale et l'autre de spécialité. Sur le plan national, 53 656 candidats ont planché. L'organisation de cette évaluation répond aux ambitions de l'exécutif de disposer d'une base de données à laquelle il peut faire recours pour régler les problèmes de manque d'enseignants dans les établissements. Et à présent, un projet national dénommé Élevage paysan, un métier d'avenir pour la jeunesse béninoise, a été officiellement lancé vendredi. C'est la mairie de Kouyogwe dans le département du Mono qui a servi de cadre à cet événement. Le projet est le fruit du partenariat entre l'ONG béninois Éleveurs sans frontières Bénin et l'association française Élevage sans frontières. Cette cérémonie a été aussi une occasion de don de dispositifs de prévention contre la Covid-19. Reportage. Une bonne opportunité à saisir par les éleveurs. Il s'agit du projet national Élevage paysan, un métier d'avenir pour la jeunesse béninoise, EPMA. Son lancement s'effectue dans cette salle de conférence de l'hôtel de ville de Kouyogbe, dans le département du Mono. Il est le fruit du partenariat entre l'ONG Éleveurs sans frontières Bénin, ESFB, et l'association française Élevage sans frontières. Le projet que nous avons tous l'honneur de lancer ce jour s'articule autour de trois axes principaux. L'accès aux moyens de production, l'accès au marché et l'accès aux services et au financement. Le projet a une durée de 3 ans et demi. Son budget total s'élève à 213 800 000 francs CFA environ. Il est financé par Élevage sans frontières à hauteur de 82%, l'ambassade de France au Bénin à hauteur de 12% et Éleveurs sans frontières Bénin à hauteur de 6%. Nous intervenons, nous, Élevage sans frontières internationales, sur deux volets.
Tout d'abord, nous finançons une grande partie du projet grâce à nos donateurs qui sont en France. Et deuxièmement, nous mettons à disposition des expertises pour l'élaboration des méthodologies d'intervention, notamment en ce qui concerne les systèmes d'élevage promus. Alors, cela se traduit par le dispositif de microcrédit animal, la production des itinéraires technico-économiques et des parcours de formation relatifs à l'élevage. Profitant de cette cérémonie, les deux partenaires ont apporté leur pierre à la lutte contre la COVID-19 en faisant un don de kits de prévention et de protection aux agroéleveurs. Nous saisissons cette occasion pour inviter les éleveurs à continuer le respect des mesures barrières recommandées par le gouvernement afin de limiter cette pandémie redoutable. Au total, 143 dispositifs de lavage de mains, 1000 masques de protection, 200 gants et 858 bidons de savon liquide ont été distribués. La remise de matériel de lutte contre la COVID-19 qui intervient à cette même occasion est une preuve de ce que la vision des initiateurs du projet ESFB intègre l'essentiel des aspects nécessaires au succès du projet. C'est le moment donc pour moi, au nom du préfet du département du Mono, d'exhorter les bénéficiaires à utiliser à bon escient tous les dons qu'ils recevront ici dans le cadre de la mise en œuvre du dit projet. Le projet EPMA prend en compte 65% de femmes et 64% de jeunes de moins de 35 ans. Il impacte globalement 901 bénéficiaires dans 6 départements. L'Atlantique, le Mono, le Koufo, le Zou, les Collines et la Donga. Sport, par cette temps, ce n'est pas donné et une très longue marche en perspective. Sylvain Bossou, un jeune sportif béninois, se propose de faire le tour du Bénin à la marche et en 45 jours, il a pris départ hier dimanche du stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. La Fédération béninoise des sports pour tous soutenant ce jeune a pris toutes les dispositions nécessaires pour lui permettre de relever ce défi. C'est une cérémonie sobre qui a donné le top du départ dimanche dernier. Le point dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Ali Momoni. Avec le soutien de toutes les associations de sport d'entretien du Bénin et aussi celui de l'État central, Sylvain Bossouvi se lance dans une nouvelle aventure. L'initiative Tour du Bénin à la marche est le nouveau projet pour lequel le jeune passionné de la marche s'engage. Dans ce nouveau chapitre, il décide de parcourir à pied les 12 départements du Bénin en 45 jours. L'ami Bossouvi a été contrôlé, a suivi des bilans de santé et le médecin du stade de l'amitié l'a déclaré apte pour faire le périple. Nous avons aussi bénéficié du soutien de la police nationale qui a pris toutes les dispositions sécuritaires pour le suivre tout au long du parcours. Il va faire plus de 2200 km à pied. Donc nous sommes là ce matin pour pouvoir le soutenir spirituellement, moralement et financièrement. Sylvain Bossouvi, étant un passionné de la marche, a déjà une expérience en la matière. Il a déjà fait le tour Cotonou-Natitengo à pied et l'initiative Tour du Bénin à la marche, qui est à sa première édition, pourra davantage lui permettre de se révéler. Nous pensons que par ce contexte de Covid-19, la marche à travers le pays reste encore la flamme qui peut continuer à entretenir le sport. Je voudrais ici, et au nom du ministre Oswald Obeki, exhorter la Fédération béninoise de sport pour tous à encadrer dans les règles de l'art cette activité pour éviter qu'il y ait des incidents. Avec cette initiative de Sylvain Bossouvi, la Fédération nationale de sport pour tous va donc écrire une nouvelle page de son histoire. Elle promet d'ailleurs accompagner le jeune sportif pour l'atteinte de ses objectifs à travers ses ligues départementales tout au long du parcours. Rendez-vous donc dans 45 jours pour célébrer le retour de l'athlète.
Voilà, Christian, Sylvain Bossouvé vous a pris de l'avance sur vous, vous qui ambitionnez de faire le tour de Calavi. Ça va être un défi également. Absolument, c'est un grand défi que je devais relever, mais je me retrouve en face de quelqu'un qui, lui, veut faire le tour du Bénin en 45 jours. En tout cas, nous lui souhaitons beaucoup de courage, Naguib Alagui. Voilà. Merci beaucoup, Naguib. Très bonne journée. Du mardi à vous, c'était le mini-journal sur Actu Matin. Autre rendez-vous à prendre, l'invité du forum. On parlera donc de la journée de l'enfant africain sous le signe de l'accès à la justice. Ce sera juste après le forum de discussion. Nous recevrons en plateau Aude Agou. Elle est assistante juridique du CIPCRE Bénin. Le métier de la semaine aujourd'hui, Mouliat Sanoussi nous emmènera faire un tour chez le fleuriste, un fleuriste décorateur. Et elle est partie à la rencontre de Jonas Hueton qui est spécialiste des fleurs naturelles. Et puis de la chronique santé du mardi avec Zakiat Latunji. On fera donc un parallèle coronavirus et pathologie dentaire. Restez donc avec nous. Tout de suite, le forum de discussion avec les deux messieurs qui s'avancent déjà et qui s'emmènent en plateau. Il s'agit de Hakime Ousseni et de Herman Parfait Agnamboussou. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. Voilà, bonjour Hakime, bonjour Eman, bienvenue. J'espère que vous avez la forme ce matin. Oui, plus ou moins. Plus ou moins, d'accord. Eh bien, nos discussions de ce matin, on va parler de l'actualité coronavirus, dernier bilan. Les nouvelles, ça il faut le dire, ne sont pas du tout bonnes. Le Bénin recense chaque jour de nouveaux cas de personnes infectées. Un total de 483 cas confirmés, 242 sous traitement et 232 guéris et 9 décès. À la date d'hier, les chiffres grimpent. Faut-il s'inquiéter? Herman Agnamboussou. Oui, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter étant donné que effectivement les chiffres font froid dans le dos. Nous sommes passés à 9 morts et ce n'est pas le nombre de morts qui inquiète fondamentalement. C'est comment on a grimpé en si peu de temps. Nous étions à 4 morts, 4 décès pour ce qui est de cette Covid-19 là. Mais très peu, en peu de jours, une semaine ou deux au plus, on a grimpé et puis on est allé à 9 décès avec les cas de contamination, des cas sous traitement, tout ça là c'est dit. Mais ce qui fait davantage peur, c'est qu'on ne sait pas exactement aujourd'hui quels sont les foyers de contamination. Ouais. Est-ce que c'est chez moi à Kokotomé? Est-ce que c'est à Calavi? Est-ce que c'est à Togoudou? Est-ce que c'est à tel endroit? On n'a plus ces éléments alors que dès le départ, on disait oui, on a découvert tel cas à tel endroit. Ça permettait de circonscrire le mal, de savoir que dans telle zone, on doit faire ci. Mais aujourd'hui, on n'a plus aucun détail. Est-ce que les nouveaux cas détectés
Est-ce que c'est juste à l'issue des tests PCR? Est-ce que c'est des venus d'étrangers, des étrangers venus de voyage? Est-ce que c'est des cas? On n'a plus ces éléments, de sorte qu'aujourd'hui, quand vous circulez, vous avez l'impression d'avoir à vos côtés la COVID-19 sans le vouloir. Donc je pense qu'il y a raison d'avoir peur. Il y a une raison d'avoir peur et d'avoir grand peur. Akime Sédou Séni et Emmanuel Mbossou qui se posent un certain nombre de questions sur ce qui pourrait expliquer donc cette hausse du nombre de cas contaminés. Alors cette hausse intervient à un moment où le Bénin a assoupli les mesures prises il y a de cela quelques mois, ces mesures prises par le gouvernement. C'est malheureusement le parallèle qu'on peut faire parce qu'avant l'ouverture, je dirais, des activités de certains secteurs, on a l'impression que ça ne bougeait pas, qu'il y avait comme, je dirais, une certaine stabilité. Et c'est peut-être l'élément sur lequel s'est fondé le pouvoir en place pour demander à ce que des activités puissent reprendre. Ailleurs, on a déconfiné et au même moment, on a constaté que le mal a été plus ou moins maîtrisé. Allusion faite à la France. Mais dans la même foulée, il y a que la Chine a déconfiné depuis, mais depuis hier aussi, on a commencé par se plaindre du nombre devenu grandissant des nouveaux cas de contamination, et au point d'ailleurs où 10 quartiers, pas les moindres, ont été mis en quarantaine. Ici, chez nous au Bénin, comme vous l'avez fait constater, Christian, depuis environ 72 heures, il n'y a qu'au-delà du nombre de cas de contamination devenant plus grand, il y a, comme l'a dit Herman, que les cas de décès doivent beaucoup plus s'inquiéter. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de morts, j'allais dire de personnes décédées du fait du Covid, parce qu'il y a un certain nombre de pathologies. Vous vous souvenez que par le passé, là j'embouche également la trompette de Herman, il y a que quand on faisait le point, on disait que telle personne décédée du Covid-19 avait des antécédents sanitaires, ainsi de suite. Il y a bien des précisions qui sont apportées, mais depuis quelques jours... C'est un petit silence, on se fie seulement à la page officielle du gouvernement. Exactement. Nous avons le point. Au point d'en a l'impression que, aussitôt, je dirais, détecté mort sans su. Allusion peut-être faite aux derniers cas qui ont fait augmenter le nombre jusqu'à 9. Donc je suis d'accord avec Herman qui estime qu'il est quand même important qu'on puisse nous dire, telle personne contaminée ou peut-être décédée de la maladie nous vient de tel endroit et est passée par tel autre endroit, pour qu'on puisse circonscrire, je dirais, au moins de façon géographique, les lieux que la personne a eu à parcourir avant donc son décès. Mais bon, on va peut-être pas pleurer sur le lait renversé. C'est l'occasion pour nous maintenant, comme vous le constatez, Christian, de redoubler d'ardeur en ce qui concerne le respect des gestes barrières. Je crois que c'est le message qui est en train d'être passé depuis 72 heures par toutes les personnes qui ont la possibilité de parler, je dirais, aux populations. J'ai entendu un message qui a été divulgué sur les réseaux sociaux du maire de la commune de Djougou, Malik Sebou Gomina, qui appelait donc ses administrés à prendre beaucoup plus conscience parce que le mal, il est effectif, le mal, il existe, ça tue. Et bien malheureusement, le dernier cas en date, c'est l'honorable député de la commune de Kandi, dont on parlera certainement. On va y revenir tout à l'heure. Il y a qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a un relâchement total des gestes barrières. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, ce relâchement? Non, ce qui peut expliquer ça, c'est peut-être pas volontairement, mais on a l'impression que pour avoir dit une banalisation, merci, vous me passez le mot, une banalisation, parce qu'on a dit reprenez avec les activités, c'est comme pour dire que le mal, il est maîtrisé. Et donc, du coup, on a commencé par laisser tomber les gestes, même dans les bus, les topa, vous constatez avec moi, Christian, que ce n'est pas une personne, c'est plein, c'est bien foutu dedans. Les îles, vous les voyez avec 2, 3 personnes, alors que par le passé, on disait maximum une seule personne. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand vous sortez des grands artères de nos villes et que vous descendez dans les quartiers chrétiens, ça ne se respecte pas. Nos enfants qu'on envoie dans les écoles, peut-être que c'est en classe qu'ils utilisent les masques, mais dès qu'ils ont quitté l'école, vous les rencontrez dans les rues, pas de masque. Alors qu'aujourd'hui, comme l'a dit Herman, le mal, on ne sait plus où il se trouve, il est avec nous, il est à côté de nous, et puis quand on ne respecte pas les gestes barrières, les conséquences sont grandioses. L'Organisation mondiale de la santé avait revu entre-temps à la baisse le nombre de cas
un contaminé confirmé au Bénin. On s'était réjoui, mais cela n'a duré que quelques jours. Cette fois-ci, ça se démultiplie. Ouais, voilà une maladie qu'on dit, dont on dit qu'on ne reconnaît la contamination qu'à l'issue d'un certain nombre de tests, alors que le gouvernement béninois pratiquait 2 tests à la fois. Le test rapide et puis l'OMS qui dit non, c'est la PCR. Le test que nous on reconnaît, que nous reconnaissons, c'est le test PCR, c'est bien ça. Et donc ça a permis au Bénin de revoir un peu ces cas de contamination, encore que là, on est sûr de rien. Est-ce que ce n'est pas finalement les tests effectués par le Bénin par le passé, donc avec les 2 tests rapides et consorts, est-ce que ce n'est pas ça qui se confirme? Je ne voudrais pas donner l'impression que la situation est en train d'échapper aux autorités sanitaires du pays. La question que nous allons faire par la suite. Parce que justement, dans l'audio qui a été divulgué sur la toile, où le maire de Djougou, il faisait savoir que le centre d'Alada est saturé. Je ne voudrais pas faire allusion à cette grippe espagnole des années 1900 qui a fait que c'est finalement les stades qui ont été occupés pour pouvoir gérer la crise. Il faudrait pas que... Je ne pense pas que le Bénin... Non, même dans d'autres pays, avec cette pandémie du coronavirus, on a utilisé les stades. Je ne pense pas que le Bénin dispose d'assez de moyens, d'infrastructures sanitaires pour pouvoir gérer cette crise si ça grimpait exponentiellement. Je pense que ce qu'il y a lieu de faire, comme l'a dit Akimé, c'est de faire en sorte que les gestes barrières soient observés, c'est faire en sorte que le relâchement qui a été constaté parce qu'on a levé le cordon sanitaire, que ce relâchement soit vite rétréci, soit vite repris et qu'on aille un peu dans l'application des gestes barrières. Il a cité le cas des Topa. Aujourd'hui, dans les Topa, vous voyez des gens qui s'entassent comme des sardines. Moïse, la fois dernière, vous a fait cette révélation. Il est allé dans une banque et on lui a dit non, monsieur, tel que je vous vois, vous n'êtes pas porteur du virus. Passé. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a une banque au stade qui est fermée du fait de cette Covid-19-là. Je pense qu'il y a lieu de redoubler d'ardeur et de vigilance. Les policiers qui également, sur nos voies, ne disent absolument rien, sauf cette opération coup de poing initiée, je crois, samedi dernier ou vendredi, ou qui a permis aux gens de se remettre encore en selle. Je pense qu'il faut une veille permanente autour de cette maladie parce qu'il faut des gens pour gérer le pays. La question à laquelle nous devons répondre, c'est celle-là que nous pouvons lire à l'écran là. Faut-il prendre de nouvelles mesures, Akimé? Oui, s'il y a lieu de prendre de nouvelles mesures, il faut en prendre. Je crois que c'est à ça qu'il faut véritablement penser. Tout à l'heure, Eman évoquait le cas des forces de l'ordre. C'est vrai que on n'a peut-être pas forcément besoin des forces de l'ordre pour discipliner les populations parce que le mal tel qu'il est aujourd'hui propagé n'est pas une personne. Il faut appeler certainement à la prise de conscience des populations que nous sommes. C'est peut-être pas trop facile, mais en même temps que on constate qu'il n'y a pas une prise de conscience, il va falloir que ça fasse dur au niveau des populations qui ne respectent pas les gestes barrières. Parce qu'en ne respectant pas les gestes barrières, ça ne veut pas dire que c'est vous seul qui êtes contaminé. Vous pouvez contaminer d'autres personnes. Donc je crois que tenant compte de ce basique-là, il va falloir que les forces de l'ordre redoublent d'ardeur, qu'elle quitte même carrément les axes principaux et rentre dans les quartiers, parce que comme je vous l'ai fait constater, Christian, c'est beaucoup plus dans les quartiers, dans les rues que nous constatons que les populations bafouent véritablement l'utilisation, j'allais dire, le respect des gestes barrières, pas de masque, rien, et je dis bien franchement à rien. Donc je crois qu'à ce niveau, il va falloir que les forces de l'ordre puissent être mises à contribution, qu'on revoie, je dirais, la stratégie. Il faudra donc patrouiller dans toutes les rues de Cotonou, mais s'il faut, il va falloir qu'on le fasse. Oui. Peut-être qu'en descendant dans les rues, en récupérant 1, 2, 3, 4, 5 personnes, ça va conscientiser les autres qui pensent que le mal n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, franchement, pour ceux-là qui pensent qu'il n'existe pas, il va falloir qu'ils comprennent que ça tue. Et donc, ce n'est pas seulement les personnes ne respectant pas les gestes barrières qui sont les seuls à être exposés, c'est tout le monde qui est exposé. Donc en gros, il va falloir que non seulement à ce niveau on puisse revoir la stratégie, je dirais, de sanctions et de tout ce qui est autour, mais aussi au niveau du pouvoir en place, il faut peut-être qu'on revoie. Je ne suis pas agent de santé, je n'ai peut-être pas la maîtrise des stratégies mises en place, mais je crois qu'il va falloir qu'on puisse peut-être revoir les choses d'une autre manière afin que on minimise cette pandémie. Sinon, franchement, à l'allure vont les choses, on a des raisons de craindre le pire. Oui, justement, sur cette question-là, je pense que le gouvernement, en charge, le ministre de la Santé, devrait revoir un peu la stratégie.
qu'il vous souvienne dans ce pays, quand on a appris qu'il y a un mal du siècle qu'on appelle le sida, il a fallu des témoignages de gens, il a fallu des images de gens souffrant de cette maladie pour qu'il y ait une certaine prise de conscience. S'il faut, avec des téléphones portables, s'il faut qu'on puisse, qu'on parvienne à filmer, on dit que le sang d'Alada est saturé. Si on peut avoir des images du sang d'Alada saturé, peut-être que ça peut aider aussi parce que des gens continuent de penser que la Covid-19 n'existe pas. Et les témoignages également de personnes guéries. Des personnes guéries, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Nous dirons l'enfer qu'ils ont vécu durant tout ce temps, et encore qu'on se dit que la personne guérie peut toujours être réinfectée. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui sur lesquels il faut qu'on communique pour que la population béninoise, pour les sceptiques... Pour le témoignage, on a vu que ça montrait les limites. Il y a eu un témoignage, je crois, il y a un mois en arrière, je ne sais pas si ça a conscientisé, mais pas du tout. Mais beaucoup plus... La communication autour. On revoit la communication autour. Il y a beaucoup de communication. Parce que, comme on l'a fait constater lors de notre première prise de parole, avant, quand le ministre fait face à la presse, on vous dit qu'il y a un nouveau cas de personnes contaminées. Ça a été détecté à un endroit X. La personne vient de tel endroit. Et on travaille rapidement à circonscrire la zone. Aujourd'hui, et depuis plusieurs jours, de plus en plus, Christian, il n'y a plus ces précisions qui sont données. J'avais vu circuler sur la toile une carte du Bénin qui nous faisait le point des zones qui sont les plus affectées par la maladie. S'il y a lieu d'en circuler davantage, il va falloir qu'on en arrive là. Mais j'insiste pour dire que, en termes de communication, en termes, je dirais, de point de presse que fait le ministre de la Santé, il va falloir qu'il y ait assez d'éléments, comme ça a été le cas dès le départ, afin que, dès que vous avez l'information sur laquelle telle personne se trouvant à tel endroit a été affectée par le mal, comme mettre, je dirais, les batteries à disposition. Avec la proportion que cela a pris, est-ce qu'il faudra continuer avec la même méthode, revenir tout le temps au devant de la presse pour nous faire un point continuel, revenir sur là où on a réussi à identifier chaque cas en République du Bénin? Est-ce que ça ne sera pas un travail harassant? Non, harassant. Oui. Pour la santé des populations, il n'y a rien d'harassant. Mais alors pas du tout. La preuve, c'est que jusqu'à présent, on a constaté que bien malheureusement, le député Dimle Moko est passé de vie à trépas du fait de Covid-19. Il n'y a que ses collègues, ou j'allais dire l'Assemblée nationale ne nous a pas dit avec précision jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait au niveau de cette institution pour qu'on sache véritablement quelles sont les dispositions qui sont prises pour nous dire oui ou non, on a désinfecté les lieux, on a fait tel truc, mais rien du tout, alors que ça continue par faire des séminaires, ça rencontre, ça brasse, ça bouge et qu'on sort. Bon, franchement, il y a lieu de s'inquiéter. Alors justement, ça nous renvoie donc à cette actualité bien malheureuse quand on parle du nombre de décès liés donc à cette maladie, et le Parlement béninois qui est en deuil, le député Alidou Demolé Moko qui n'est plus, il s'en est allé, c'était dimanche, des suites de maladie à l'hôpital d'Alada. Il était ancien maire de Kandi, élu député, et il était aussi le suppléant de l'actuel ministre de la décentralisation, Alassane Seydou, démissionnaire du Parlement. Une perte pour le parti Union progressiste, Akimé. Oui, une perte pour le parti non progressiste. Je crois que ça fait consécutivement la deuxième fois qu'on constate qu'en pleine mandature, un suppléant d'un député passe de vie à trépas, tel cas lors de la 7e législature avec le suppléant de l'ancien maire de la commune d'Apromissérité, Michel Bao. Cette fois-ci, c'est le suppléant du ministre Alassane Seydou. Le député de Donvois, oui. Voilà, cette fois-ci, c'est le suppléant du ministre Alassane Seydou. Un monsieur que je connais très bien, pour avoir la chance de le voir administrer la commune de Kandi à l'occasion des tournois de grandes vacances pour lesquels j'ai été souvent du côté de Kandi, tournoi initié par El Hadji Amadou Djibril. Je l'ai vu prendre fait et cause pour ce tournoi. Je l'ai vu se déplacer alors même qu'il était député pour venir suivre une des rencontres inaugurales de ce tournoi. C'est un monsieur que Kandi pleure. Bien malheureusement, on aurait voulu que c'est pas nous qui choisissons comment est-ce qu'on meurt. Il y a que, lui, sa mort est passée par la Covid-19. Et ce qui est le plus choquant dans cette affaire, c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs prendre conscience de cette maladie. Il y a que les parents n'ont pas eu la chance de l'inhumer dans les conditions telles que prévues par la religion musulmane. Parce que, on sait que quand on meurt du Covid-19, vous voyez comment ça se passe un peu. Donc, c'est une double perte, non seulement pour l'Union progressiste, mais aussi pour les parents qui n'ont pas eu, je dirais, l'occasion de célébrer leur mort, si on peut le dire. Donc,
C'est autant d'éléments qui amènent véritablement aujourd'hui à dire qu'il va falloir qu'on prenne conscience de cette maladie-là. L'Union progressiste perd un député. Ça n'a été rien prévu à propos, sinon ça aurait été le cas quand le suppléant de Michel Bawa est décédé. Donc désormais, l'Assemblée nationale est réduite à 82. Mais au-delà du nombre que constituera cette Assemblée nationale, Christian, ce qui m'importe, c'est que depuis avant hier et depuis hier, il ne nous est pas encore dit officiellement par le président de l'Assemblée nationale quelles sont les dispositions qui sont prises par rapport, je dirais, à la perte de cet honorable député-là. Oui, est-ce qu'on devait s'interroger sur les dispositions prises? Parce que dès lors qu'il a fallu les réseaux sociaux pour s'informer de ce que le député est mort du fait de la Covid-19, parce que dès le départ, on ne nous a pas fait savoir que c'était ça qui l'a tué. Il a fallu que des gens fouillent, des gens fassent des recherches alors même que, je pense, une stratégie de communication aurait été celle pratiquée par le ministre qui, déjà au jour du décès du député, fait une sortie médiatique pour dire nous venons d'enregistrer le décès de tel député, puisque le député ne doit pas être excusé. Peut-être que je fais un peu trop dans le truc. Il ne doit pas être comptabilisé au rang des décès. C'est pas, je parle de monsieur tout le monde, c'est un député. D'accord? On aurait pu faire une personnalité de ce pays. On aurait pu faire une sortie médiatique le jour-là même, l'instant d'après son décès, pour nous dire tel député vient de décéder. Peut-être que le ministère prend le temps de faire des recoupements nécessaires, d'avoir des éléments nécessaires. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu pour des gens se renseigner. Il a fallu que des gens sachent qu'il est venu du centre d'isolement d'Alada, pour que les gens commencent par insinuer qu'il est mort de la Covid-19. Finalement, on dit qu'il est mort de la Covid. Et mieux, après le décès de ce député, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on ne dit pas automatiquement que le Parlement est mis en quarantaine. Parce que c'est sûr qu'il a dû prendre part à cette séance, à cette session de relecture il a pris la parole, d'interprétation. Et donc, en temps normal, tout le Parlement doit être mis en quarantaine. Et ça fait partie des mesures fortes qu'on attend du ministre de la Santé ou du gouvernement pour dire le Parlement est mis en quarantaine, comme l'a dit André Akimé. Ça brasse, ça va faire une formation dans une région, ça parle comme si effectivement, on n'a pas eu le temps de... Il y a eu également le temps des députés qui ont assisté à la cérémonie d'installation des conseils communaux dans plusieurs communes du Bénin. Il faudra... Alors qu'on savait déjà que c'est 11 départements sur 12 qui étaient touchés par le mal. Maintenant, on ne sait plus où ça se trouve. Alors désormais, Akimé l'abordait tout à l'heure, ils sont 82 au lieu de 83 pour un mandat qui court jusqu'en 2023. Faut-il repenser la suppléance ou ce Parlement va-t-il rester donc au nombre de 82 députés plutôt que de 83, où le démissionnaire, c'est-à-dire le titulaire du poste qui actuellement est au gouvernement, peut repartir, Herman Niamboussou, reprendre son fauteuil à l'Assemblée nationale? La question que je me pose à la lecture de l'article 149 de la Constitution, c'est de savoir l'antériorité de la nomination du ministre à son élection en tant que député. Est-ce que c'est une fois élu député qu'on l'a appelé pour dire viens, on te nomme ministre, ou c'est qu'il était ministre et il a refusé d'être député et il est retourné à son poste de ministre. De toute façon, il était ministre. Alors, donc, est-ce qu'on peut dire que... Est-ce qu'il peut repartir à l'Assemblée? Est-ce qu'on peut dire que celui-là, il est député et que le chef d'État l'a appelé pour dire de venir servir? Donc, il a eu le choix. Il était d'abord ministre. Là, il était ministre d'abord, il a préféré. Donc, je pense qu'à ce niveau, on pourra faire le débat autrement. De toute façon, je pense que c'est un moment... très fort pour éprouver un peu cette disposition de l'article 149. On verra bien ce que ça va donner. Bon, de toute façon, ils trouveront le moyen de corriger ces interrogations. Ils vont trouver le moyen. Je crois que ils avaient peut-être, c'était dit que ça vient peut-être une fois chaque 5, 10, peut-être 20 ans et que bon, il ne faut pas forcément s'asseoir pour penser à quand quelqu'un décédera en tant que suppléant, qu'est-ce qu'on fait. Si ils avaient pensé, c'est sûr que, de façon très ingénieuse, ils ont trouvé le mécanisme de l'interprétation des dispositions anciennes au niveau du code électoral relativement à l'installation et à l'élection des maires. Ils auraient déjà trouvé, je dirais, la formule par rapport à ça. Mais bon, je crois que de plus en plus, ça constitue un élément de réflexion au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vraiment qu'ils trouveront la formule. Parce que oui, cette fois-ci, c'est vrai que le titulaire était ministre et il a préféré donc continuer l'aventure au niveau donc de l'exécutif. Si ce n'était pas un ministre, qu'est-ce qui va se faire?
Est-ce que quand c'est un maire, ainsi de suite, je crois qu'il y aura plusieurs schémas, plusieurs scénarios qu'ils vont certainement penser pour voir la formule qu'il faille trouver au niveau donc, de l'Assemblée. Parce que là, c'est de 82 jusqu'en 2023. Bon, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je crois que le plus important pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que la pandémie... Dans tous les cas, il va falloir repenser, comme vous l'avez dit, la suppléance. Parce qu'il peut arriver qu'un chef d'État appelle quelqu'un au gouvernement, ministre, et qu'il ne veut pas le laisser. Parce que le gars, il est tellement efficace. Il est tellement efficace que le chef de l'État dit « je veux t'avoir à mes côtés ». D'accord? Et donc, dans ce cas, où son suppléant le remplace au Parlement, que le suppléant décède, donc il va falloir repenser la suppléance. On peut aller à combien de suppléances? Peut-être aller à deux suppléants pour un député. Non, deux suppléants, je pense que c'est la normale des choses. Des suppléants qui vont souhaiter la mort de celui qui occupe le poste en ce moment. Non, je crois que l'idéal ne va pas être peut-être plusieurs suppléances. Ça va être peut-être la formule à trouver au niveau du titulaire. Peut-être que, bon, au cas où le titulaire reprend son portefeuille et puis bon, son poste sera pourvu de la sorte, quoi. Sinon, voilà, je ne sais pas. S'il faut penser à plusieurs suppléants, ça va poser un problème. Si vous êtes maire et que vous faites l'option de rester toujours maire et que votre suppléant passe de viatrice par l'âge table du bas pour en parler, on peut peut-être vous demander de reprendre votre portefeuille pendant ce temps. Voilà, au niveau de la mairie, on peut voir à une autre élection. Ici, au niveau peut-être de l'exécutif, vous reprenez peut-être votre portefeuille. Là, ça devient une obligation, en fait, pour le titulaire de venir prendre son fauteuil. Je crois que c'est des trucs qu'on jette comme ça par devant nous. Mais bon, je crois qu'ils sont plus ingénieux pour trouver la formule. Tout compte fait, nous verrons bien ce qui sera fait. Nous verrons bien ce qui sera fait au Parlement à la suite donc, de cette tragique disparition du député Alidou Demolé Moko. C'était un homme bien, Alidou Demolé Moko. Je crois que par la voix de l'émission, par l'émission 43 de Actu Matin, on va présenter nos sincères condoléances à la famille de Lilius Duspera, à toute la commune de Kandi, et à la mairie de Kandi qui a vu ce monsieur véritablement s'investir, qui l'a servi, et bien entendu aussi à tout le Parlement béninois. Voilà. Et puis un troisième sujet, ça vous tente d'aller dans le nord du Bénin et de faire un tour la nuit par Djougou, Herman Parfait à Niambossou? Oui, naturellement. Pourquoi? Par ces temps où l'éclairage public a repris vie. Je pense que oui, il faut saluer cet effort du tout nouveau maire de Djougou qui, sur fonds propres, a pris les dispositions pour que ces éclairages publics soient désormais remis. Et ça me rappelle un peu l'ancien maire, ou désormais ancien maire de Ouida, Célestine Adjanaou, quand elle a pris le flambeau de cette mairie-là. La semaine qui a suivi, l'éclairage public aussi a été mis en place. Je pense que ça fait des actions fortes et il paraît que c'est une promesse qu'il avait déjà faite, Mali Gomina, quand il était en pleine campagne électorale. Je pense que des promesses tenues, c'est des choses rares chez nous et il faut l'encourager. Doit-on dire que ça démarre en trombe à Djougou, à Kimé? Non, ça a même démarré avant l'éclairage public par une descente sur le terrain et où Malik Gomina a adopté la pédagogie de la sensibilisation des administrés de la commune de Djougou. C'était entre-temps, ça a été d'abord les bonnes dames, ce sont aussi, je dirais, les jeunes gens de la commune de Djougou. Et quand vous l'avez entendu au niveau du 3e arrondissement de la commune de Djougou, où il disait au CA qu'il ne revenait pas à la mairie de venir s'occuper de la propreté de l'arrondissement, c'était des signaux forts qu'il était en train de lancer. Et quelques heures après, bien voici Djougou éclairé. C'est bien beau, hein? C'est d'ailleurs plus intéressant quand ça sort de la poche de Malik Gomina. Ça veut dire qu'il apporte la preuve qu'il est venu véritablement apporter un changement à la commune de Djougou. Quand quelqu'un comme ça s'investit dans sa poche pour donner de la couleur à la commune de Djougou, je crois que le moment venu, il va falloir que la population elle-même accompagne. Parce que ça n'est pas 1000 francs, hein, ça n'est pas 200. Les sous, d'aucuns diront que il aurait pu les mettre à disposition de sa petite famille. Et fait l'option, je dirais, d'apporter l'éclairage public à la commune de Djougou. Donc, quand il va quand même pas taper de poing sur la table, il ne faudrait pas qu'en son temps, connaissant moi mes frères et mes parents à Djougou, qu'ils ne comprennent pas que c'est pour la bonne marche
et c'est pour le développement de la commune de Djougou. Il va falloir que chacun puisse s'investir. Même hier encore, dans l'audio qui a circulé, il a rappelé aux populations, aux administrés, qu'il va falloir que chacun puisse apporter sa part à l'édification de la commune de Djougou. Donc, lui, il a dit apporter la preuve de ce qu'il est prêt, engagé pour que ça décolle au niveau de la commune de Djougou. Il va falloir que les populations accompagnent cette initiative, cette envie de Malick de donner une autre couleur à la commune de Djougou, parce que Djougou, c'est quand même une commune fortement peuplée. C'est la 3e commune la plus peuplée au plan national. Oui. C'est 6 sorties internationales. Ce sont des commerçants, c'est bien des choses, c'est assez d'atouts que regorge Djougou. Donc je crois que Malick impulse derrière la dynamique. Il va falloir souhaiter véritablement que les populations puissent comprendre que l'heure de décollage de la commune de Djougou a sonné et qu'il va falloir qu'ensemble, comme un seul homme, ils puissent se lever et drainer et accompagner donc, le mouvement. Le mouvement, le développement. Comme vous le dites bien, c'est bien qu'il y ait éclairage, c'est aussi bien qu'il y ait une veille citoyenne. Pour qu'on ne subisse pas le cas de la voie Paouida, qui était très éclairée la nuit, où les batteries de ces lampadaires solaires sont enlevées par des indélicats. Je pense qu'il faut travailler à ce que l'éclairage public demeure à Djougou. Alors, Djougou, 3e commune la plus peuplée du Bénin, et nouvelle attraction. Quand on parle de développement, la prise de fonction, et ça démarre avec beaucoup de vivacité, nous espérons que ça ira à son terme et que les populations accompagnent véritablement. Préfecture de la Donga, donc c'est la vitrine de la Donga. Djougou n'avait pas donné cette impression-là. Je crois qu'il était vraiment grand temps que Djougou puisse ressembler véritablement à un chef-lieu de département. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Au bout de l'ancienne code, il est en train de tisser la nouvelle code, Malick, parce que des choses ont été faites avant lui. Et comme il a dit lors de sa prise de fonction, lorsque tout est prioritaire, lorsqu'il y a beaucoup de choses à faire, tout devient prioritaire. Et je crois que ce n'est pas que l'éclairage public, les questions d'assainissement au niveau de la ville, oui, on a vu. Je crois que véritablement, il va falloir que les populations accompagnent. Et c'est pour ça que quelques jours après, il a instruit le premier adjoint au maire afin qu'il puisse avoir une scène de travail avec, je crois, les structures de précollecte et les populations. C'est très important. Je crois que Djougou, à l'occasion, véritablement, cette fois-ci, des animaux aussi exactement. C'est bien des choses. Je pense que ça doit servir de leçon à ces maires qui ont pris fonction et qui préfèrent circuler, aller installer des chefs d'arrondissement au lieu de donner déjà le ton de ce que sera la gestion. Comme pour faire croire qu'ils n'ont pas encore de priorité dans leur chaque commune a ses priorités, et ce sont les maires qui analysent les priorités, leur importance, et verront dans la hiérarchisation de ces priorités comment aborder ces questions et les régler au plus vite. Mais la pression, installer les chefs d'arrondissement, c'est partie des prérogatives des maires. Malick a installé des arrondissements à Djougou. Et a fait des constats également avec cet arrondissement. Oui, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Pourquoi est-ce qu'on a plusieurs joies à mettre en place à installer les chefs d'arrondissement? Parce que quand on finit d'installer le chef d'arrondissement, on fait la fête autour et puis le maire va se reposer. Et puis voilà. Non, c'est le chef d'arrondissement qui se les approche. Merci beaucoup. Vous restez en place. On va parler de la journée de l'enfant africain avec vous. Vous allez recevoir avec moi Aude Agou. Elle est assistante juridique du CIPCRE Bénin. La journée de l'enfant africain, cette journée 2020 qui est placée sous le signe de l'accès à la justice. On va en parler. Merci beaucoup, Akimé. Très bonne journée. Demain, on vous aura au téléphone. Et on va profiter pour souhaiter un heureux anniversaire. C'est vrai qu'il était là, mais il est parti tout doucement comme un bossu. Il s'agit de Moïse Dosoumou. C'est son anniversaire. Heureux anniversaire, Moïse. Mesdames et messieurs, la pause pub. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Cœur de la ville
de Baragou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. 8h15 sur Canal 3, bienvenue sur Actu Matin, c'est l'instant invité forum de discussion. Aujourd'hui, nous allons parler de la 30e journée de l'enfant africain et nous recevons en invité plateau Madame Aude Agou, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue. Alors, vous êtes assistante juridique du CIPCRE Bénin. Avec vous, nous allons donc parler de cette journée. Votre organisation milite pour la protection, la promotion de la famille. L'enfant africain est à l'honneur ce 16 juin. Quelle importance cette journée revêt pour vous au CIPCRE et pour la communauté? Merci beaucoup. Oui, allez-y. Ok. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous d'être avec vous sur ce plateau ce matin. La journée internationale... Adressez-vous à moi. Oui, voilà, d'accord, c'est bon. C'est bon. Donc, la journée internationale de l'enfant revêt une importance capitale pour le CIPCRE Bénin, qui est une organisation non gouvernementale qui intervient pour la promotion des droits des enfants au Bénin. Donc, c'est une journée qui permet à tous les acteurs de protection des enfants, les États, de réfléchir sur les défis que les enfants africains ont à relever. Ça permet également de réfléchir sur les solutions adéquates à trouver pour que l'enfant africain puisse se sentir épanoui, pour que l'enfant africain puisse avoir l'opportunité de jouir pleinement de ses droits. C'est ça. Alors, lorsque vous regardez un peu l'environnement de l'enfant africain, notamment, on va parler de ce qui nous concerne au Bénin. Quelle est la situation aujourd'hui de l'enfant béninois? Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce qu'il est mieux entretenu? Tout ce que vous voulez de bon pour lui. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se font pour le bien-être de l'enfant béninois. Les statistiques ne sont pas demeurées très négatives, mais on dit tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc la situation n'est pas pour autant reluisante pour l'enfant béninois, parce que vous-même, vous n'êtes pas sans savoir que encore dans nos rues, on retrouve des enfants de moins de 14 ans qui sont des vendeurs ambulants. Et dans ce cadre, en 2013, il y a l'INSTAE qui a organisé une enquête sur les enfants qui travaillent dans nos marchés, notamment dans le marché de Wando à Porto-Novo, marché d'Antokpa et à Zeke. Et on dénote près de 8000 à Parakou. Oui. On dénote près de 8000 enfants qui travaillent dans ces marchés-là. Donc ça veut dire simplement que ces enfants n'ont pas la chance d'aller à l'école. Dans le même temps, ceux qui bénéficient, ou bien ceux qui jouissent de cette chance d'aller à l'école à la fin de l'année, combien d'enfants, combien de nos filles ne reviennent pas à la maison avec des grossesses, ne sont pas victimes d'abus de toutes sortes, parce que la grossesse, c'est la partie visible. Donc, dans ces conditions, est-ce que nous pouvons dire que les droits des enfants sont réellement respectés dans notre pays et nous en jouir? Absolument pas. Donc, c'est simplement quelques statistiques qui montrent qu'il reste encore à faire afin qu'on puisse réellement parler du respect
des droits des enfants. Vous avez évoqué les statistiques, ça fait 8000 enfants recensés il y a quelques années qui travaillent dans les marchés. Le thème de la journée, c'est bien l'accès à la justice. Oui. Est-ce que vous avez l'impression au Bénin que l'enfant béninois a véritablement accès à la justice? Ok. D'abord, nous allons dire que c'est une grande chance pour nous déjà que notre législation ait prévu déjà au niveau du Code de l'enfant l'accès à la justice. Parce que quand nous parlons de l'accès à la justice, il faut comprendre par là, dans un premier temps, c'est la participation de l'enfant à cette procédure judiciaire. Et pour que l'enfant puisse participer à la procédure, il faut qu'il soit informé, il faut qu'il connaisse ses droits. Donc, il y a un pas qui est fait. Mais dans la réalité, on ne saurait dire que tous les enfants victimes ont droit à cette justice-là. Parce que dans un autre côté, quand nous allons vers certains services de la chaîne judiciaire, je veux parler par exemple des unités de police. Tous les agents de cette unité ne sont pas des spécialistes. Ils ne sont pas spécialisés dans le domaine des droits des enfants. Donc, par exemple, pour écouter les enfants, ils les confondent aux adultes. Vous voyez? Ce qui ne devrait pas être le cas. Et on assiste parfois à la double victimisation de l'enfant. On lui demande, par exemple, un enfant victime de viol. On lui dit, qu'est-ce que toi, tu es allé chercher là-bas? Vous voyez? Donc, on essaie de dire à l'enfant que c'est à cause de lui-même qu'il en est la cause de son malheur. Donc, vous voyez, donc, il y a encore de ces pratiques qui ne facilitent vraiment pas l'accès de l'enfant à la justice. Parce qu'un enfant qui n'est pas à l'aise ne peut pas s'exprimer, ne peut pas dire réellement ce dont il a souffert. Et aussi, la dénonciation continue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine par les OSC, des sensibilisations pour que les gens aient le courage de dénoncer. Ce n'est pas facile de dénoncer au Bénin. Nos us et coutumes, les pesanteurs sociologiques ne permettent pas réellement à la population de dénoncer, surtout quand il s'agit des enfants. Est-ce que la situation telle que vous présentez, Mme Agou, est-ce que ça ne nous éloigne pas du plein accès de l'enfant béninois à la justice? Non. Vous parlez de pesanteur sociologique, vous parlez du contexte, vous parlez de ces OPJ qui n'ont pas forcément les éléments qu'il faut pour interroger les enfants. Nécessaire, ouais. Est-ce que finalement, on n'est pas loin? Est-ce que ce n'est pas un rêve que de dire, bon, le Bénin aussi célèbre la journée de l'enfant africain, on parlera de l'accès à la justice? C'est pas un rêve? Non, c'est pas un rêve. Ça peut arriver un jour? Non, que les ce n'est pas que vraiment... ça peut arriver un jour. Il y a quand même des enfants qui ont accès. Tous les enfants victimes n'ont peut-être pas accès à la justice, mais il y a quand même certains qui bénéficient de cet accès-là. Parce que aussi, tous les OPJ n'ont pas la même formation. Il y a des spécialistes qui sont parmi eux. Donc, c'est peut-être des recommandations qu'il faut faire à l'endroit des autorités afin qu'on puisse avoir beaucoup plus de spécialistes dans chaque domaine en ce qui concerne la chaîne de protection des enfants. Parce que aussi, devant les tribunaux, par exemple, quand nous prenons la procédure judiciaire, normalement, il y a des règles ordinaires pour saisir le juge. Par contre, en ce qui concerne l'enfant même peut saisir le tribunal, peut saisir le juge des mineurs, ses parents ou toute autre personne. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de capacité, on ne parle plus d'intérêt à agir. Donc tout ça facilite l'accès de l'enfant à la justice. Donc il y a quand même des avancées dans ce domaine-là. Quand on a accédé à la justice, est-ce que la procédure, la lenteur de la conduite de la procédure, est-ce que ça ne participe pas un peu aussi à annihiler les efforts de protection de l'enfant? Oui, c'est vrai qu'il existe une certaine lenteur qui ne dépend pas non plus du juge, parce que quand vous avez des centaines de milliers de dossiers sur la table, il faudrait quand même que tous ces dossiers passent. Donc, quand vous renvoyez, vous êtes obligé de prendre du temps.
C'est vrai, on peut dire qu'on peut faire des procédures spéciales pour les enfants. Et je pense qu'il y a quand même des juges qui le font. Seulement que, vu le nombre de dossiers qu'ils ont, et ils n'ont pas seulement une seule chambre, donc ils ont aussi d'autres chambres, c'est peut-être ça qui nous amène parfois à observer cette lenteur-là au niveau de la justice. Justement, l'enfant a été violé, le présumé violeur, il est en prison, il est jeté en détention provisoire. La fille a eu le temps de se remarier. C'est maintenant qu'on organise le procès. Est-ce que vous pensez avec ça que l'accès à la justice est garanti pour les enfants au Bénin? D'abord, ce qu'il faut comprendre, le changement de comportement, c'est un processus. Ouais. Nous avons des habitudes. Avant, on avait des habitudes. Donc, c'est avec le temps que tout va prendre. Donc, on ne peut pas, d'un bâton magique, demander que tout change du jour au lendemain. Mais ça fait pratiquement 30 ans que nous sommes en train de célébrer la journée de l'enfant. Est-ce qu'il n'est pas temps que ce changement dont on parle là soit beaucoup plus efficace maintenant, plutôt que de mettre des enfants dans des situations beaucoup plus compliquées, un peu comme l'exemple qu'il venait de donner, Herman Anyamboussou. Elle a été violée il y a pratiquement 20 ans et c'est 20 ans après maintenant qu'on ouvre son dossier pour rendre justice. Pour rendre justice. Oui. Est-ce que c'est pas réveiller les plaies du passé? Oui, bon, vous avez pleinement raison. Oui. C'est réveiller les plaies du passé. Mais il faut dire aussi qu'avec le Code de l'enfant, il y a quand même beaucoup d'innovations dans ce domaine-là et des facilités quand même qui permettent aux enfants victimes de jouir quand même de la réparation du préjudice. Parce que aller devant les tribunaux, c'est surtout aussi pour la réparation des préjudices que vous avez subis. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on fait un point, surtout à votre niveau, au niveau du CIPCRE, quelles leçons on peut tirer de toutes ces célébrations? Est-ce que vous avez quand même constaté qu'il y a une certaine prise de conscience dans la protection de l'enfant, dans son épanouissement et autres? Oui, il y a une certaine prise de conscience parce que au départ, par exemple, les acteurs avec qui nous travaillons à la base, ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir dénoncer les cas. Donc, déjà, les thèmes choisis au cours de chaque édition permettent quand même de mettre le focus pour faire des sensibilisations, pour amener ces acteurs-là à quand même saisir un tant soit peu ce qu'on n'entend pas droit des enfants, ce qu'on attend spécifiquement à travers ce thème retenu. Donc, on peut quand même dire que la célébration, elle n'est pas que festive, mais elle permet quand même aux acteurs de protection d'atteindre leurs objectifs. Donc, dans la réflexion, oui, le droit des enfants. Quand on prend un enfant qui vit à Cotonou et un enfant qui vit peut-être dans une zone rurale, ont-ils le même droit? Oui. Tous les enfants ont les mêmes droits. C'est ça. Oui. Madame Agou, c'est vrai qu'une chose est que l'enfant accède à la justice, mais l'autre c'est sa protection. L'enfant qui accède à la justice, mais qui doit retourner dans le cocon familial, où il est menacé. Est-ce que vous avez déjà eu des cas comme ça, où l'enfant a déjà accès à la justice, puis bon voilà, ça a pu créer d'autres problèmes par la suite? Ok. Non, bon, c'est vrai. Parfois, il y a des cas surtout dans le domaine des abus sexuels, oui. Peut-être des enfants qui ont été abusés par leurs parents, l'inceste, quand nous parlons de l'inceste. Et le grand-père, l'oncle, tout ça se retrouve derrière les barreaux. D'abord, pour un tel enfant, c'est un peu difficile qu'il aille directement en famille. Donc, ces enfants sont retenus auprès des centres d'accueil dans le processus. Maintenant, il y a un psychologue qui travaille avec les parents proches de ces enfants-là, afin qu'ils puissent comprendre que ce n'est pas de la faute de l'enfant. L'enfant est dans une situation et il doit pouvoir dénoncer
la violation qui est faite sur sa personne. Parce qu'on pense que c'est cet enfant qui a amené son père en prison, c'est cet enfant, il en est la cause. Non, pas du tout. Donc, il y a un travail qui se fait avec le psychologue pour que ces parents puissent comprendre leur tort et accepter l'action qui est menée. Et là, ils ont l'accompagnement aussi des ONG, donc Secret le fait, on suit ces parents-là. Et une fois de retour, quand il y a réinsertion, il y a quand même un suivi social qui est fait. Donc, de temps en temps, on se déplace pour voir comment les conditions dans lesquelles cet enfant vit. Je pense que, Christian, par rapport à ce sujet-là, il faut saluer quand les réformes qui sont intervenues dans le secteur judiciaire et qui permettent désormais au TPI de pouvoir statuer en matière criminelle. Vous avez cité tantôt le cas de cette petite fille, Garcia, qui a été assassinée au mois de février dernier. Au temps fort où c'était les procès en cour d'assises, peut-être qu'on aurait attendu 5, 6, 7 ans avant de connaître de ce procès-là. Donc il faut saluer les efforts et souhaiter que les TPI puissent vraiment faire le travail et organiser régulièrement des sessions criminelles. Merci. Voilà. Merci à vous, Erwan Parfait Niamboussou. Madame Odagou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes assistante juridique du CIPCRE. Vous direz bien de choses à tous les membres de cette organisation qui travaillent pour la protection de l'enfant, notamment à M. Lydia Zossou. Voilà. C'est vrai qu'on ne lui a pas demandé s'il y a une manifestation officielle. Habituellement, on réunit les enfants, on leur met des maillots, des t-shirts, ils applaudissent, ça se rompt les phalanges. Non. Il y aura ça cette année ou il n'y aura pas ça? Avec la Covid, c'est un peu compliqué. D'accord, vous respectez aussi les mesures barrières. Très bien. Vous aimez les fleurs? Oui. Bouquet de fleurs? Oui. On vous en donne? Oui. Bien souvent. D'accord. Dans le métier de la semaine, on va parler ce matin des fleurs. Rouliat Sanoussi et Rachidi Soubero nous emmènent ce mardi dans le métier de la semaine chez le fleuriste Jonas Hueton, spécialiste des fleurs, spécialisé donc dans la décoration à base de fleurs naturelles. Nous comprendrons dans ce magazine métier de la semaine et juste après, ce sera la chronique santé avec Zakiat Latonji. C'est parti. Jonas Hueton est un fleuriste décorateur. Pour réaliser ces différents bouquets, il utilise des fleurs tropicales naturelles et celles importées. C'est dans ça là on plonge les fleurs, on pique les fleurs. C'est mousse aspégique. Donc ça, quand on achète ça, on met dans l'eau, ça aspire l'eau. Et puis c'est dans ça on pique les fleurs. Et c'est l'eau qui est dans le mousse qui nourrit les fleurs après. Donc on a beaucoup de fleurs, plusieurs fleurs. Il y a l'anthurium, ça là on a le blanc, le rouge, le rose, le café. Après ça il y a le lys. On a les lys, voilà les lys. Les lys des champs. On a aussi les tropiques, caribéa, il y a plusieurs fleurs quand même. Donc c'est ça. Une fois les accessoires en place, il prend quelques minutes pour faire les agencements. L'homme est passionné de son métier, mais avant d'en arriver là, il lui a fallu franchir certaines étapes. Oui, j'ai fait une formation. J'étais fleuriste, je fais les fleurs, j'étais jardinier fleuriste. Et j'ai appris ça de mon père, c'est mon papa qui me l'a appris. Donc, comme le monde évolue, moi-même j'ai fait la formation
des fleurs à Lomé. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans la décoration des fleurs. J'ai fréquenté un peu. Après l'école, j'ai fait l'informatique. J'ai fait un peu l'informatique, j'ai eu mon diplôme. Après, j'ai fait chauffeur. J'ai travaillé chauffeur au moins 4 ans, 5 ans. Et c'est ça, mon vieux m'a dit de venir faire fleurs avec lui. Et ce qui m'a amené encore à revenir dans les fleurs. Donc il faisait les fleurs dans les maisons. Ce qui m'a poussé encore à faire la décoration. C'est un don. Apparemment, c'est un don. Je suis jardinier, comme je l'ai dit. Mais je vois les gens former les fleurs. À un certain moment, mon vieux même a commencé par livrer des fleurs aux gens. Donc moi-même, je faisais un peu. Je composais un peu. Et après, j'ai dit je vais faire une formation. C'est que je n'ai pas trouvé au Bénin ici. Donc je suis à Lomé et j'ai fait 8 mois là-bas pour ma formation. Autrefois installé derrière la clôture de l'aéroport international de Cotonou, Jonas Hueton est désormais installé ici à Kadiaou, en face du supermarché situé à côté du marché de fruits. Et son expérience dans le domaine des fleurs dure des années. Je suis dans fleurs, ça dépasse au moins 12 ans aujourd'hui. J'ai commencé dans la décoration, maintenant ça fait au moins 7 ans. On achète, même de la même façon, nous-mêmes on en cultive aussi. C'est un peu ça, on fait les bouquets de mariage, anniversaire, quoi. Ainsi les couronnes, tout genre de couronnes on le fait. C'est un peu ça. Les gerbes aussi, on fait les gerbes. Les décorations, maison, porte, on fait aussi ça. Pour différents événements, la clientèle se procure les bouquets de fleurs faits par Jonas Hueton. Je rends grâce, je ne me plains pas trop. Beaucoup de clients nous disent avant, pour faire des fleurs, ils allaient à Lomé. Mais Dieu merci, on trouve ça ici maintenant. Ils sont un peu contents. Les bouquets varient de 3 000 jusqu'à 35 000. Les bouquets de fleurs. Il y a les gerbes qui varient de 15 000 à 35 000. Et il y a les couronnes qui varient de 35 000 jusqu'à 320 000. Le métier n'est pas sans difficulté, avoue le fleuriste décorateur. Ce métier, vraiment, il faut avoir le courage d'abord. Parce que la fleur que tu achètes aujourd'hui chez un fournisseur, si tu n'as pas eu la chance de vendre ça une semaine, c'est fini, c'est gâté. Oui, c'est ça. Parce que c'est des fleurs, c'est des rejets qu'on a coupés. Une fois coupé, plus une semaine, ça se fane. Et on a les périodes où les fleurs ne donnent pas. Les fleurs ne donnent pas. Actuellement, il y a une fleur qu'on appelle porcelaine. Tout le monde aime ça. Rose porcelaine. Il n'y a pas maintenant. Il n'y a pas rose porcelaine. On souffre aussi des roses piquantes. J'aime la rose, je fais ses épines. Ça, on a les difficultés à produire. Il n'y a pas ça ici maintenant. Nous avons les difficultés à produire. Donc, il y a beaucoup de fleurs qu'on n'a même pas encore au Bénin ici. D'autres, c'est importé, on achète ça à Erivan. Mais c'est cher. La fleur la plus moins chère à Erivan, c'est 5 000 unités. Malgré cela, Jonas Hueton ne compte pas abandonner. Il a d'ailleurs des projets pour son métier. C'est d'aller encore en avant. Faire encore beaucoup de production. Et les fleurs qu'on n'en trouve pas au Bénin, il faut que j'ai ces rejets-là et produire beaucoup. C'est mon ambition. Agrandir ma société, je le veux bien. Et pour que ces projets se concrétisent, Jonas Hueton doit travailler davantage. Mais pour le moment, il s'occupe de ces fleurs afin d'offrir les meilleures créations à la clientèle qui ne demande pas mieux.
Parce que votre bien-être et votre satisfaction sont notre raison d'être. Parce que nous tenons à la qualité. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs semoules de blé dur, des pures souches traditionnelles de blé dur au monde. Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire dans la production de nos pâtes alimentaires pour vous offrir cette texture tendre et unique, cet arôme subtil et cette saveur unique que vous aimez tant des spaghettis et macaronis Matanti. Matanti uniquement. La famille Yuki s'agrandit. Découvrez Yuki Cola avec son goût unique. Un moment de rafraîchissement fun et délicieux. Disponible dans tous vos points de vente au prix conseillé de 200, 400 et 350 francs CFA. Yuki Cola, le nouveau parfum de la famille Yuki. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. « 8h40, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la chronique santé sur Actu Matin avec Zakiat Latunji. Bonjour Zakiat. Bonjour Christian. Voilà, ce matin on va parler, c'est vrai que depuis mardi dernier on est en train d'aborder le sujet sur la santé ou l'hygiène bucco-dentaire. Maintenant on va lier cela au coronavirus. Comment ça se fait? Alors, on lie la thématique de ce mois au coronavirus. Oui. Pourquoi? Déjà parce que le coronavirus fait l'actualité. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec les derniers chiffres qu'on a enregistrés hier, 9 décès maintenant au Bénin à la date d'hier, ça fait que beaucoup se posent des questions. Et il y a aussi cette petite inquiétude de la part des uns et des autres, à savoir qu'on a relâché un peu dans l'observance des mesures barrières préconisées en son temps. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ce relâchement-là qui nous expose à ces différents chiffres qu'on note? Donc, il est important d'attirer l'attention des uns et des autres sur le coronavirus. Le dentiste, pourquoi? Parce que ça reste aussi d'actualité par rapport à la thématique que nous, on a retenue. Mais il ne faut pas oublier que le coronavirus reste un virus qui s'apparente un peu à celui de la grippe. Et donc, a priori, touche les organes liés au côté ORL, notamment le nez, la bouche. Et vous savez bien que le dentiste, il intervient surtout au niveau de la bouche. Alors, c'est important d'aller vers un dentiste. Vous voyez déjà le contact qu'il y a entre le patient et son dentiste. Est-ce que comme ça, on arrive à régler le problème de la distanciation sociale? Donc, il y a cette proximité-là. Et il y a que le dentiste peut donner pas mal de conseils à son patient pour l'aider justement à bien respecter ces mesures barrières indiquées pour les uns et les autres, et ensuite à l'amener à accentuer vraiment son attention sur son hygiène bucco-dentaire. Ça ne veut pas dire que si vous avez une bonne hygiène bucco-dentaire, vous allez éviter la maladie, mais ça vous prépare davantage à avoir une bonne immunité et à vous éloigner le plus possible de ce virus-là. Et donc, nous avons posé donc la question à un dentiste, Dr Mac Aurel Catraillé, chirurgien dentiste, qui revient un peu sur ce qui intéresse le dentiste dans cette actualité liée au coronavirus, et je vous invite à le suivre. Le nouveau coronavirus ou le Covid-19 est un virus qui loge dans la bouche parce qu'il s'apparente beaucoup à la grippe. C'est pourquoi le dentiste est concerné par cette pandémie au premier chef. C'est un virus qui habite la sphère orale, la sphère ORL. C'est pourquoi il est important
de respecter surtout les gestes barrières qui sont demandés par le ministère de la Santé, en général les médecins. Nous voulons inviter nos patients à élever leur hygiène buccale, d'autant plus que ce virus est logé dans la bouche. Donc, si l'on peut, il faudra se brosser régulièrement. Je ne dis pas que le dentifrice tue le virus, mais pour peu qu'il contient quelques éléments antiseptiques, quelques éléments d'hygiène, il va agir, quel que soit alpha, sur ce virus-là. Je voudrais inviter tout le monde à se rincer souvent la bouche, ne pas avoir une bouche sèche. Il faudra réhydrater sa bouche parce que le milieu humide n'est pas bon aussi pour ce virus. Donc, il faudra boire beaucoup d'eau pour ne pas être déshydraté, pour pouvoir éliminer. Donc, il est intéressant pour nous tous de savoir que la sphère orale est importante et qu'il faut l'entretenir déjà par une bonne hygiène, déjà la réhydrater. Il ne faut pas avoir la bouche sèche au cours de la journée. Ça ne vous fera pas du bien et ça ne permettra qu'au virus de bien s'installer. Voilà, première explication. Et dans la deuxième partie, on va surtout aborder le respect des mesures barrières, des gestes barrières. Et au nombre de ces gestes barrières, on nous parle du port de masque. Le port de masque qui est aujourd'hui obligatoire, mais vraiment obligatoire partout où vous êtes. Et une fois que vous avez porté votre masque et que vous l'enlevez, qu'est-ce que vous en faites? Par exemple, Christian, vous faites quoi de votre masque quand vous l'enlevez? Dans la poubelle. Dans la poubelle. Oui. Alors, quand c'est des masques réutilisables, qu'est-ce qu'on en fait? On rentre chez soi et parfois, il y en a qui déposent sur la table, qui déposent dans leur sac à main. Ou le remettre à leurs enfants. Le remettre aux enfants. Mais si, entre-temps, le virus s'était déposé dessus, ça veut dire que vous allez continuer à faire voyager le virus, déplacer le virus d'une surface à une autre. Donc, c'est important aujourd'hui qu'on revienne sur le respect de ces mesures barrières-là et surtout attirer l'attention des uns et des autres sur qu'est-ce qu'il faut faire en respectant ces mesures barrières. Il y a le port de masque, comme on l'a dit. On va écouter le médecin qui va revenir dessus amplement. Ensuite, il y a la distanciation sociale. C'est un peu difficile dans un environnement comme le nôtre, mais il faut arriver à respecter cette distanciation sociale-là partout où nous sommes, une fois encore. Et après ça, il y a ces gestes de tous les jours, éviter les accolades, éviter les embrassades, éviter de se donner des poignées de main. Donc, je vais nous inviter à nouveau à suivre Dr Makorel Katraye, qui revient sur le respect des gestes barrières, qui reste aujourd'hui vraiment ces mesures-là qui nous limitent au maximum, qui nous empêchent au maximum d'entrer en contact avec le virus. Du masque qui doit être rigoureux pour chacun. Le masque, c'est d'abord pour nous-mêmes avant d'être pour les autres. C'est pour nous protéger contre la réception d'un quelconque jet d'éternuement ou de salive. La deuxième chose, c'est que quand on devrait éternuer, il faudra éternuer dans le coude de son bras et surtout se laver les mains. Il ne faudra pas qu'on se fatigue de se laver les mains aussi parce qu'on touche à tout. Et on ne sait pas quand on touche aux microbes. Donc à chaque fois qu'on a l'occasion de se laver les mains, il faudrait le faire. Il ne faudrait pas se fatiguer, penser que c'est fatigant de se laver tout le temps les mains. C'est vrai que la main va sécher, mais je conseille à tout un chacun d'avoir un peu de beurre de karité qu'on a à vil prix dans une petite boîte qui de temps en temps va réhydrater la peau pour qu'elle ne sèche pas sous le coup de ce lavage intensif qui est demandé. Il y a aussi la distanciation sociale. Nous voyons dans la rue des gens se mettre à 3 sur une moto malgré les interdictions. C'est pas pour le ministère, c'est pas pour le gouvernement qu'on demande ça, mais c'est pour eux. Parce que quand vous êtes proche, vous recevez plus facilement un jet de morve que quand vous êtes éloigné au moins à 1 mètre. C'est pourquoi on conseille
dans les bus, de se mettre sur les deux bouts, dans les rangs, de respecter au moins 1 mètre, en face d'un comptoir, de prendre du recul. Ce n'est que de petites précautions qui vont nous aider à couper la barrière qui permet le contact et la transmission du virus. Il y a le masque dans la rue aujourd'hui, ça se vend 100 francs, 200 francs, 500 francs. Il serait souhaitable que chacun de nous ayons au moins 2 masques en tissu, lavables, et chaque soir que l'on trempe l'un pour porter l'autre le lendemain, de sorte à avoir un masque propre. Parce que quand vous avez utilisé un masque toute la journée et que vous rentrez, vous le déposez sur votre lit, vous déposez le virus sur le lit. Vous déposez sur votre table, vous déposez le virus sur votre table. Donc, dès que vous rentrez chez vous, ce masque doit aller dans une solution détergente pour quelques minutes, histoire de laver et de sécher le masque. Et on portera l'autre le lendemain, de sorte que vous ayez toujours un masque propre pour la journée. Et c'est surtout cette partie-là qui m'intéresse. Moi, je crois que c'est valable pour chacun d'entre nous parce que les masques à usage unique, je ne suis pas sûre que nous puissions les avoir tout le temps. A priori, les masques réutilisables, c'est ce que presque tout le monde utilise aujourd'hui. Et donc, c'est important de garder une bonne hygiène d'entretien au niveau de ces masques-là. Comme le médecin il a dit, en avoir au moins 2. Et dès que vous rentrez systématiquement chez vous, vous trempez dans une solution détergente le masque que vous avez porté durant la journée, ce qui fait que vous avez un masque propre qui est vraiment à disposition. Si vous en avez plus de 2, c'est encore bien, mais faites l'effort de toujours laver ce que vous avez utilisé, ne pas laisser traîner. Si vous laissez traîner, vous l'avez déjà utilisé. Si en temps, vous êtes allé en contact avec le virus et que le masque, il a servi vraiment de barrière pour que le virus n'entre pas en contact avec vous. Dès que vous déposez n'importe où, c'est que vous facilitez donc, la propagation de ce virus-là. Le coronavirus, c'est une réalité à laquelle nous sommes bien obligés de faire face. Nous devons apprendre à vivre avec et surtout intégrer le respect des gestes barrières au quotidien parce que les chiffres ne sont pas très agréables et nous devons pouvoir prendre conscience surtout. 9 décès aujourd'hui au Bénin, 483 cas confirmés en tout cas à la date d'hier, 242 qui sont sous traitement et 232 qui sont guéris. Donc, protégeons-nous et protégeons les autres. Protégeons-nous et protégeons les autres. C'est votre conclusion ce matin, Zakiat Latoundji. Merci beaucoup. Rendez-vous mardi prochain sur Actu Matin dans la chronique santé. Mesdames et messieurs, on va revenir sur l'actualité avec la lecture des journaux, le décryptage de l'actualité et la présentation signée à Siomo Kanya Siomo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le matinal annonce ce matin la progression de la Covid-19 avec déjà 9 morts, 483 malades et 232 guéris. Fraternité qui n'en dit pas le contraire et sous le titre « La facture devient salée », 9 morts et 483 cas confirmés, écrit qu'il est désormais passé à 483. Depuis l'annonce de la levée progressive des mesures restrictives, la propagation du virus s'est intensifiée. Dans l'opinion publique, on impute cette montée soudaine à un relâchement chez les populations du respect des gestes barrières. Les populations semblent confondre la régression de la maladie chez les Occidentaux à la fin de l'épidémie. Matin libre de noter la psychose qui gagne le terrain et d'attendre les clarifications du gouvernement à ce sujet. Non seulement la psychose gagne du terrain, mais au Parlement béninois, affiche la tribune de la capitale en gros titre, c'est la trouille dans le rang des députés de la 8e législature à Porto Novo après le décès du député Ali Demolé Moko. Cela va de soi et les informations les plus crédibles le confirment, complète le journal Fraternité pour lequel, après le décès dû au coronavirus d'un des leurs qui d'ailleurs était présent
à la dernière séance plénière qui a sanctionné le vote de la loi interprétative du Code électoral. Les députés de la 8e législature et le personnel de l'Assemblée nationale sont appelés à se soumettre à un dépistage. C'est même, d'après les indiscrétions, une question d'heure, car pour éviter toute propagation de la Covid-19, ajoute le journal, cela s'avère indispensable aussi. Avant tout travaux, le palais des gouverneurs doit être entièrement désinfecté. Si jusqu'ici, l'agenda de ces opérations capitales est tenu secret, il n'en demeure pas moins que les dispositions sont prises pour qu'il en soit ainsi. En tout cas, ajoute le matinal, le chef de l'État, Patrice Talon, insiste sur l'observance des mesures barrières. Le chef de l'État, qui a en croix fraternité, rassure que personne ne sera laissé de côté quant aux mesures sociales du gouvernement. C'est le principal message que Patrice Talon a voulu faire passer sur sa page Facebook au Béninois lundi, toujours très regardant sur la méthode. Le chef de l'État n'a pas manqué d'expliquer comment le gouvernement en est arrivé à une batterie de mesures complètes. Ce journal est de son côté interrogé par l'économiste sur la pandémie dans le monde. L'ambassadeur de la Turquie près le Bénin estime que cette crise sanitaire a déjà commencé à impacter nos économies. J'espère qu'il sera limité ici pour la plupart des entreprises, a-t-il souligné, avant d'ajouter que ce sont les pays qui s'adapteront le mieux qui pourront sortir de cette crise avec le minimum de dommages. Il faut anticiper les nouveaux flux, la place de chacun dans la nouvelle distribution, dans les chaînes de valeur mondiales. Dans la suite de cette revue de presse, le matinal rapporte que pour sauver 8000 diplômés du chômage, le gouvernement lance un programme spécial novateur qui positionne les entreprises au cœur de l'insertion durable des jeunes candidats à l'emploi. Selon le journal, ce programme de 38 milliards de francs CFA va porter sur la période 2020-2024. La Nation d'ajouter que les candidats au programme spécial d'insertion dans l'emploi peuvent déjà s'inscrire sur le site internet du programme, dont le lancement a eu lieu le lundi 15 juillet à Cotonou, en présence de 3 ministres du gouvernement. Initié par le chef de l'État, Patrice Talon, ce programme entend améliorer, entre autres, l'employabilité au Bénin. Et puis, sur le marché des échanges intra-africains, l'économiste souligne que précédemment fixé au 1er juillet 2020, mais finalement reporté sine die le 28 avril 2020 en raison de la pandémie du coronavirus qui a entraîné de nombreuses mesures restrictives à travers le continent, la zone de libre-échange continentale africaine devrait être effective en janvier 2021. Selon le journal, le secrétaire général de la ZLECAf, Yamkele Mene, a exprimé qu'il espère une mise en œuvre effective au 1er janvier 2021. Pour lui, étant donné les mesures de confinement et les fermetures de frontières en vigueur, ainsi que la nécessité pour chaque État de se concentrer sur la lutte contre la pandémie, il n'aurait pas été crédible de maintenir la date initiale. En rapportant ce matin la session criminelle au tribunal de Cotonou, Fraternité informe que c'est la prison à vie pour l'assassin de la petite Gracia Prunel. Pour le journal La République, rend justice à la petite Gracia Prunel, âgée de 7 ans, cruellement assassinée en février dernier. Le principal accusé, Martial alias Alpha Moudibou, 29 ans, passera le restant de sa vie en prison. Il a écopé d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ainsi en a décidé lundi le tribunal de Cotonou dans sa sentence dans le cadre de cette première affaire au rôle de la session criminelle. La Nation relate un peu les circonstances de l'assassinat de la petite Gracia Prunel et écrit que le corps sans vie de Prunel sera précipitamment emballé dans un sachet plastique et jeté dans un bas-fond non loin du lieu du crime. Le couteau et les sandalettes de la fillette sont jetés dans les toilettes. Le corps, le couteau et les sandalettes seront retrouvés par la police sur indication des suspects, avait exposé le procureur qui promet de faire appliquer la loi avec rigueur. Merci de m'avoir suivi.
2 petites minutes, 9h au Bénin. Merci à tous de votre attention chez vous. C'était votre matinale Actu Matin. Merci de prendre chaque jour ce rendez-vous. Demain, nous serons mercredi. Nous reviendrons en plateau avec beaucoup de sujets à aborder pour vous, des invités et beaucoup d'informations à partager avec vous, comme tous les matins d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et surtout, gardez le sourire. Au revoir.